faire le bilan lecture de mars. Oui, vous avez bien entendu, mars. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Et je vous fais le bilan de mars. Voilà. Pas du tout en retard, je suis. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous aurez un espèce de petit bilan statistique, entre guillemets, puisque je mets plus de statistiques dans ce bilan. Et je vais aussi vous parler de mes abandons. Et justement, je vais commencer cette vidéo en vous parlant de l'abandon du mois de février, dont j'ai complètement oublié de vous parler. Il me semble que c'est bien en février que je l'ai abandonné, oui. Alors, c'était Le Pays des Contes, tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. J'ai pas du tout apprécié. Je me suis arrêtée à la page 63. Donc, j'ai lu 3 chapitres. Je n'ai pas du tout apprécié l'écriture, j'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage. Et j'ai lu un peu plus loin La rencontre avec la reine, je ne sais plus laquelle. Non, pas du tout convaincue par ce roman, malheureusement, qui m'a été prêté par ma sœur. Je vais peut-être vous résumer l'histoire rapidement. On va suivre Alex et Connor qui sont des faux jumeaux, du coup, il me semble, si je me souviens bien, oui. Des faux jumeaux dans le sens où il y a un garçon et une fille. Et qui possèdent un livre de contes. Leur père est mort, je crois. Et oui, leur grand-mère leur avait offert un livre de contes. Et voilà. Et je pense qu'ils vont tomber dans le livre. Donc ils vont entrer dans le livre. Et du coup, c'est un peu de la Portal Fantasy. Mais je suis pas encore arrivée là. Donc. Enfin, je suis pas encore arrivée là, je n'y arriverai jamais du coup. Mais c'est dommage, ça avait l'air sympathique. Mais. Ce n'est pas fait pour moi, ça arrive. Tant pis. Je vais peut-être vous parler tout de suite du coup des abandons du mois de mars, sinon je vais oublier. J'ai abandonné Moitié d'âme. J'étais à la page 111. Alors je ne l'ai pas abandonné parce que j'ai détesté. Je l'ai abandonné parce que je n'avais aucune envie de reprendre le livre. En fait, il y avait tellement de livres autour de moi que voilà, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le début, mais j'avais rien qui me poussait à reprendre le livre. Donc c'est un abandon. Mais c'est un abandon, en fait, c'est pas vraiment un abandon, on va dire que c'est un... Je ne te lis pas pour le moment parce que je n'ai pas envie de te lire, mais je reviendrai vers toi dès que je ressentirai l'envie. Voilà, parce que c'était très bien écrit et j'aimais bien l'univers, mais je sais pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui n'a pas... Voilà. Alors, pour vous résumer un petit peu le livre, on suit des personnages dont je ne me souviens plus. Donc... Je me souviens pas du tout. Je sais juste qu'il faut être 2 pour faire de la magie. Enfin, pour lancer des sortilèges, du coup, il me semble. Enfin, c'est tout ce dont je me souviens. Et ils se baladent en groupe. Enfin, on se balade en groupe. Ils voyagent en groupe avec des caravanes. Et du coup, je m'auto-donne envie de relire ce livre. Est-ce que je vais peut-être le reprendre? Parce qu'Aurore et Salomé ont beaucoup aimé, donc... Je sais pas, peut-être. Là, en tout cas, j'ai pas envie de le reprendre. Et alors, le deuxième roman que j'ai abandonné en mars, c'est Unsnared d'A.J. Howard. Ça faisait très longtemps que je l'avais commencé et je l'avais laissé de côté parce que je ne supportais pas l'héroïne. Après, c'est le 3e tome d'une trilogie. Et alors, dans les 2 premiers tomes, j'ai réussi, je sais pas, à l'excuser peut-être. Je sais pas, j'arrivais à l'apprécier, on va dire. Et là, j'ai commencé ce 3e tome et non, elle m'agace fortement. Dommage, parce que j'aimais beaucoup cet univers. Du coup, je l'ai abandonné. Je sais pas si je le reprendrai un jour, mais pour l'instant, non, je ne peux pas. J'ai essayé là en mai Non, fin avril, j'ai essayé de reprendre, mais non. J'ai abandonné au bout de 143 pages. Il en fait 400 et quelques. Je n'avais pas la force du tout. Donc voilà mes petits abandons. On va passer au livre que j'ai terminé. Alors, premier livre que j'ai terminé en mars. Non, j'ai pas terminé cette brique, ne vous en faites pas. J'ai lu le 3e tome de The Hitchhiker's Guide. Non, le 2e du coup. J'ai un doute maintenant. Oui, donc j'ai lu le 2e tome de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, The Restaurant at the End of the World, donc le restaurant du bout du monde, dans la série Le Guide du voyageur intergalactique. J'avais un doute parce que j'ai depuis lu le 3e tome. Alors j'ai autant aimé ce 2e tome que le premier. On retrouve tout l'humour du premier tome. C'est à la fois léger, puisque bon, c'est humour, mais aussi sérieux, puisqu'on a aussi des critiques sociales, des petites satires, tout ça. J'ai adoré me retrouver à nouveau dans le groupe, et encore mieux, il me semble que dans celui-là ils sont dans un vaisseau spatial. Voilà.
Ils sont dans un vaisseau spatial dans ce tome et j'étais bien dans ce groupe, j'avais envie de rester dans ce vaisseau. Ça m'a un peu fait penser à The Expanse où les personnages sont dans un vaisseau spatial en groupe. Enfin, je pense que c'est un trope très spécifique, on va dire, que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir ce restaurant du bout du monde, découvrir encore de nouvelles absurdités scientifiques, on va dire. Enfin, comment dire. J'ai aimé retrouver cette logique de l'illogique, le fait qu'il y ait des choses absurdes qui se passent, mais en fait c'est explicable scientifiquement. J'ai à nouveau adoré ça. Alors dans mon carnet, j'ai écrit inversion parfaite. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. En tout cas, ce deuxième tome était excellent, clairement à la hauteur du premier. Alors, je vous ai absolument pas parlé de l'histoire du premier tome, ce qui est légèrement problématique. Alors, dans le premier tome, on découvre Alphadant, qui est un terrien, et il va lui arriver quelque chose d'assez spécial, on va dire. Il va devenir un voyageur intergalactique. En fait, j'ai pas trop envie de vous en dire, puisque j'ai été vachement surprise par ce premier tome et par comment il commençait et tout ça. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire pour vous gâcher un peu la surprise. Et j'aime aussi qu'on ait toujours des petites entrées du guide, justement, puisque cette série porte le titre d'un livre dans la série, le guide du voyageur intergalactique, et c'est savoureux d'avoir des petits passages du guide dans le roman. Voilà, donc ces deux premiers tomes valent 100% le coup. Je vous recommande fortement cette série. Elle donne énormément envie de lire de la science-fiction. Si vous avez ce livre sur vos étagères, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ça peut très bien passer pour le Lost in Time Challenge, mais je vous en ai déjà parlé dans ma liste de recommandations. Ensuite, j'ai lu Julius Caesar de William Shakespeare, donc Jules César, que j'ai lu dans cette édition. Attendez, je vais quand même vous montrer la première page de Jules César, je pense que c'est avoir une fois dans sa vie. Voilà. Je pense que plus petit, tu meurs. Donc c'est une pièce de théâtre de Shakespeare, pièce qui se concentre sur la vie de Jules César et même plutôt la fin de la vie de Jules César, puisqu'on va assister à son assassinat. Voilà, donc ce n'est pas un spoiler, hein, c'est un fait historique que Jules César a été assassiné. Et donc on assiste à son assassinat dans cette pièce. Alors j'avais oublié que c'était si dur de lire Shakespeare, si dur dans le sens où c'est écrit en ancien anglais, et où, mon Dieu, c'est parfois difficile à suivre, parce qu'il prend des détours pour dire des choses assez simples, et moi je suis là, donc ça veut dire ça ou pas? Tous les mots sont dans le mauvais ordre, il y a des mots que je ne comprends pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué de lire Shakespeare en anglais. D'ailleurs, j'ai regardé une pièce de Shakespeare avec Priscilla hier. Nous avons regardé Antony and Cleopatra, qui était diffusée par le Théâtre de Londres. Tous les jeudis, il y a une pièce de théâtre qui est mise en ligne et elle reste sur leur chaîne YouTube pendant une semaine. Donc cette semaine, c'était Antony and Cleopatra. La semaine dernière, c'était les deux versions de Frankenstein. Et la semaine prochaine, c'est Coriolanus de Shakespeare. Coriolanus que je vais donc lire avant de voir la pièce, puisque j'ai regardé la pièce. Heureusement que j'avais le contexte historique, que je savais à peu près l'histoire de Marc-Antoine et de Cléopâtre, parce que, mon Dieu, je n'ai pas compris grand-chose. Donc voilà, mais c'est la même chose quand je lis une pièce de Shakespeare. Il faut au moins que je la relise 2-3 fois pour vraiment bien tout comprendre. Surtout quand je la lis en anglais. Mais alors là... je venais de regarder l'épisode, je venais de finir la saison 1 de Rome, qui est d'ailleurs une excellente série, assez violente et assez sanglante, mais excellentissime. Et donc je voulais lire la pièce de Shakespeare, d'ailleurs c'est cette série qui m'a donné envie de lire plein de fiction historique ou de non-fiction sur la Rome antique. Et donc je me suis dit, allez, on va se faire Jules César. Ça fait longtemps que je veux le lire. Alors... j'ai été déçue. je ne pensais pas un jour dire ça, mais j'ai été déçue par cette pièce de Shakespeare, pas parce qu'elle est mal faite, mal écrite ou quoi que ce soit, loin de là, mais surtout parce que la mort de César dans la série est tellement spectaculaire et tellement bien jouée par les différents acteurs, et surtout par l'acteur qui joue Jules César, que en assistant à la mort de César dans la pièce, voilà, un petit peu déçue.
Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'était bien sûr une bonne pièce, j'ai envie de dire. Shakespeare ne peut pas écrire de mauvaises pièces. Et j'ai aussi aimé retrouver cette espèce d'oscillation de Brutus entre mais je ne peux pas tuer mon ami et en même temps il faut que je sauve la République. Ça aussi j'aime beaucoup ce genre de débat de conscience, on va dire, de dualité à l'intérieur d'un seul personnage. C'est sans doute mon côté, j'aime beaucoup les doubles. Et donc ça j'ai beaucoup aimé, mais c'était dur à lire, dur à suivre, et donc voilà, un peu déçu. Donc je relirai sans doute Jules César, histoire de vraiment bien comprendre cette pièce. Et je pense que cette fois je la lirai dans l'édition Hard Shakespeare, puisque cette édition est annotée tout le long, ce qui aide beaucoup pour lire Shakespeare. Et alors là, Coriolanus, ça va être bien drôle parce que j'ai pas l'édition Hard Shakespeare, donc je vais le lire dans cette édition. Et cette pièce m'a l'air très longue. Mais parce qu'en fait, une pièce de Shakespeare dans une édition lambda fait 200 pages à peu près. Dans cette édition-là, ça en fait 50. Voilà, vous comprenez ma douleur. Même pas 25, je pense. Oui, un peu plus de 30 pages, je pense, à peu près. Voilà. Je vais lire Coriolanus, mais je vais sans doute avoir du mal. Donc voilà, je vous conseille de tenter Shakespeare, bien sûr, mais peut-être déjà connaître l'histoire avant, ça aide. Parce que là, si je connaissais pas le contexte, ce qui se passe exactement, et voilà, j'aurais sans doute pas tout compris. Mais même avec le contexte, je n'ai pas tout compris. Ensuite, j'ai relu, c'était une relecture et une lecture commune avec la team psychopathe. Nous avons lu Huis clos de Jean-Paul Sartre. Donc j'ai pas relu Les Mouches, j'ai juste relu Huis clos. C'est une de mes pièces préférées. Je l'adore. Rien que parce que déjà c'est un huis clos et j'adore les huis clos. En gros, on va suivre 3 personnages qui visiblement se trouvent en enfer. Et voilà, c'est tout. Et c'est passionnant. Et c'est génial. Et j'adore cette pièce. Que j'ai annotée du coup. Et c'est cruel. C'est philosophique bien sûr, c'est Jean-Paul Sartre. C'est excellent. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus. On va réfléchir sur l'être humain, sur sa condition, sur la culpabilité aussi. Et donc sur l'enfer. C'est aussi une réflexion sur le besoin qu'on a des autres et le besoin d'avoir une bonne image de soi. Qu'on projette une bonne image de soi pour les autres et que les autres aiment l'image que l'on renvoie de nous-mêmes. Et c'était passionnant. Je ne vois pas quoi vous dire de plus, allez le lire, c'est très court. Cette édition fait 95 pages, mais si on enlève le début, ça fait moins 82 pages, je dirais. Donc n'hésitez pas. Excellente pièce. Ensuite, je suis tombée dans une panne de lecture. Oui, vous m'entendez bien, je suis tombée dans une panne de lecture. En même temps, c'était le début de la fin, j'allais dire, mais non. C'était un peu compliqué, on va dire, le mois de mars. Parce que j'ai eu un très bon mois de février niveau lecture. Et que le mois de mars, ça a été un peu pas du tout un bon mois. Parce que la situation générale, on va dire, mais aussi parce que situation personnelle. Donc bon, c'était pas le top. Et pendant mes pannes de lecture, puisque j'avais commencé énormément de livres que j'ai pas fini d'ailleurs, ils sont toujours en pause, et je me suis dit, il me faut un petit livre qui me remette sur le droit chemin, on va dire, et j'ai choisi Vampire Chronicles tome 5 de Kiroshiro Daira et Yuri Kimura. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, je ne sais pas. Je me suis dit peut-être qu'un graphique, peut-être qu'un manga, ça m'irait. Je pense que ce sont les filles de la team qui m'ont conseillé ça. Et c'est un très bon conseil, sauf que pourquoi j'ai choisi... Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais c'était une très mauvaise idée, je pense. Alors, dans le... Je me souviens même pas... Je sais même pas comment vous résumer l'histoire, parce que là, on est loin, du coup. Top 5, quand même. Sachez juste que c'est une histoire de vampire où on va suivre... Qui en suit déjà au début d'un premier tome. En gros, il me semble qu'il y a une humaine qui a une espèce de malédiction. Elle a le pouvoir de vaincre le roi des vampires. Donc Strauss qui est ici. Elle a le pouvoir de vaincre le roi des vampires et elle se réincarne tous les 50 ans, je crois. Je ne sais plus, il me semble. Oui. Voilà. Que vous dire de plus? On va suivre à la fois les vampires et à la fois cette humaine qui possède donc les pouvoirs du cygne noir, il me semble. On va aussi suivre Bridget. En gros, c'est pas une vampire de haut rang, une pure sang, on va dire, voilà. J'ai bien aimé, j'ai surtout bien aimé parce que là, on est dans du tragique vampirique, ça me va.
Simplement, je pense que je n'étais pas du tout dans le délire hein, pour lire ce livre, c'était pas le moment. Et aussi, je m'attendais à ce qu'on poursuive l'histoire du tome 4, puisque dans le tome 4, il se passe quelque chose. En fait, quand j'ai lu le tome 3 et 4 l'année dernière, il me semble, l'année d'avant, je voulais lire toute la série d'un coup, en fait. Et le tome 4 se finit sur quelque chose de très étrange. Je me suis dit, j'aime pas du tout la direction que prend cette série, ça craint. Et en fait, on n'en reparle pas. Si, du tout. Là, en gros, on a simplement l'histoire de Bridget et d'Adélaïde. C'est tout. Adélaïde qui est la reine vampire, donc qui a épousé Strauss. Et Bridget qui est sa fille adoptive à Strauss, en gros. Mais c'est un peu ambigu leur histoire. Bon, je veux pas trop vous en dire, mais c'est bizarre. Donc voilà. C'était un moment étrange de lecture où je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Par contre, j'ai beaucoup aimé, du coup, ce tome, par rapport au tome précédent. Mais j'ai pas vu le rapport et du coup, il y a des personnages qui reviennent parce qu'entre temps, on raconte quand même ce qui se passe dans le présent, mais sans mention de cette fin très très bizarre du 4e tome. Enfin, je sais pas, c'était étrange. Mais donc je continuerai la série. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis le tome 4 dans le bilan aussi. Le tome 6 dans le bilan aussi, mais je l'ai pas lu. Donc je sais pas pourquoi il est là. Sans doute pour me dire, hey, ne m'oublie pas, lis-moi. Je suis en train de tenter de me spoiler, mais ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi j'essaie de me spoiler? Parce que en fait, j'ai plus tellement envie de lire cette série, je vous avoue. Mais bon, j'ai tous les tomes, donc autant la terminer. Donc voilà, un bon tome, mais je suis sceptique pour la suite. Ensuite, Candice m'a conseillé de lire The Eyre Affair de Jasper Fforde, donc l'affaire Jane Eyre, dans la série Thursday Next, donc c'est le premier tome. Elle m'a conseillé de le lire parce que j'étais en panne de lecture, je ne savais absolument pas quoi lire. Ma vie était un désert littéraire. Donc elle m'a dit, lis ça, c'est très bien, il y a plein de références littéraires et c'est vraiment cool et j'adore cette série. Donc je lui ai fait confiance et effectivement, ce livre était vraiment top. J'ai dû le mettre en pause quand même à un moment donné parce qu'il y a un élément que j'aimais pas trop dans ce livre, mais je vais vous expliquer. Donc on est dans les années 80, on va suivre Thursday Next qui est une enquêtrice qui travaille à la section 27 je crois de la police et donc la section 27 ou 23 je ne sais plus. La section 27 qui est spécialisée dans les crimes littéraires. Déjà la crime littéraire ça a l'air quand même bien sympathique. Donc je vous dis qu'on est dans les années 80, pourtant ce livre c'est un roman science-fiction, en fait c'est une uchronie. Oui c'est une uchronie et en même temps c'est de la science-fiction. Puisque c'est pas du tout nos années 80. Du tout. Non. Il y a quelques références, mais c'est clairement une version améliorée de nos années 80, puisque ils peuvent voyager dans le temps. Et il y a quand même une section de la police qui s'occupe des crimes littéraires. Forcément, c'est amélioré. On découvre rapidement au début du roman que Thursday a une caractéristique particulière en ce qui concerne le livre, on va dire. Le synopsis de l'édition française spoil déjà, puisqu'il vous dit ce qui se passe, en gros, sauf que ça se passe un peu tard, donc ne lisez pas le synopsis de l'édition française. Même pas le synopsis de cette édition. Non, ne lisez pas le synopsis de cette édition non plus. Parce que ça vous spoil ce qui va se passer à un moment donné. Et déjà, un peu, le titre vous dit que clairement, il va se passer quelque chose avec Jane Eyre, ou en tout cas dans le roman de Jane Eyre. Et c'était juste. C'était formidable. J'ai adoré les références littéraires. J'ai adoré cette liste. Oui, parce qu'il y a une liste Thursday Next. Tous les livres fiction, c'est-à-dire romans, théâtre, poésie, non-fiction, tout ce qui est mentionné dans la série Thursday Next. Et mon Dieu pour lire tout ça. Ça va être long. Mais c'est génial, quand on ouvre le livre et qu'on se rend compte que là c'est une référence à, je sais pas moi, Jane Eyre par exemple, puisqu'il y a effectivement des... Oui, c'est 27. Il y a effectivement des références à Jane Eyre, il y a aussi des références à Wordsworth. Ici, c'est juste formidable. J'ai adoré Thursday, qui est aussi une héroïne badass, donc vous pouvez... je vous l'ai mis dans les recommandations, je suis bête. Vous pouvez effectivement lire ce roman pour Lost in Time en plus. J'ai envie de vous dire Lost in Time avec du voyage dans le temps. Ce livre est parfait pour le challenge. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré aussi quelques pointes d'absurdité, on va dire. Ça ressemble un petit peu à l'absurdité ou aux pointes d'absurde qu'on peut trouver dans le guide du voyageur intergalactique. Donc c'était parfait puisque j'étais dans le mood parfait pour lire ce genre de trope, on va dire, de roman. Et j'ai adoré que la littérature, c'est pas vraiment que la littérature est une religion dans cette série, c'est que la littérature est tellement importante qu'il y a une section de la police qui lui est dédiée, enfin je veux dire, il y a un musée juste pour Jane Eyre, il y a voilà, j'ai adoré, c'était top, je sais pas quoi vous dire de plus, allez le lire, c'est génial. Simplement la seule chose que j'ai moins aimée,
C'est le méchant de l'histoire, entre guillemets, Hades, je suppose qu'on l'appelle comme ça, Hades en français. Je sais pas, il était un peu trop stéréotypé, je pense. Voilà. J'explique, enfin si vous voulez, j'explique dans ma chronique sur le blog de ce livre pourquoi je le trouve très stéréotypé. Mais là, j'ai pas tellement envie de vous le dire au cas où certains considéreraient que c'est un spoiler ou quoi. Mais oui, pas fan d'Hades. Mais j'ai quand même vraiment hâte de lire la suite. Vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je vais regarder le nom de ce tome tout de suite. The Book of Lost Time, je crois. Lost in a Good Book. Ouais. Lost in Time, je suis un peu influencée, j'avoue. Oui, alors le deuxième tome s'appelle Lost in a Good Book. Ah oui, on parle aussi de Charles Dickens dans ce livre, il faut que je vous le dise. Et là, alors je lis en diagonale, hein, clairement. Je vois Poe. Je vois Poe. Je vois Poe, je vois Dickens, Kafka, Austen, Beatrix Potter. Et The Bard, oui, parce qu'il y a des références aussi à Shakespeare dans cette série et j'aime beaucoup, vraiment. Et voilà, que vous dire de plus? Un roman de science-fiction et chronique qui est bardé de références littéraires. Si ça ne vous a pas donné envie, je ne sais pas ce qui pourra vous donner envie. Ensuite, comme j'étais toujours en panne de lecture, en gros mars c'était une grosse panne de lecture continue, je me suis dit que j'allais essayer de finir un roman que j'adore et que j'avais commencé à relire en 2019. Je me suis dit que c'était le parfait moment pour finir ce roman. Et c'est A Game of Thrones de George R.R. Martin, donc Le Trône de Fer, tome 1. Non, intégrale 1 du coup. Que vous dire sur ce roman? Je pense que je vous en ai déjà parlé de ma difficulté à relire Game of Thrones, puisque j'ai commencé à le relire au moment où j'étais en train de regarder la saison 8. Très très mauvaise idée, hein, j'aurais pas dû faire ça. J'avais envie en fait de me préparer parce que je pensais que le tome 5, 6 du coup, parce que je pensais que le tome 6 allait rapidement sortir après la saison 8. Summer Child. Et en fait non, pas du tout. Étonnant, n'est-ce pas? Et voilà, j'avais recommencé à lire, j'ai abandonné la lecture après avoir fini la saison 8. Bon, j'étais dégoûtée par cette saison 8. Et donc j'ai repris parfois un chapitre par-ci par-là, et je n'arrivais pas à avancer. Et puis finalement là je me suis dit, allez, finis-le, parce que sinon il va rester là toute ta vie, et tu pourras jamais relire la série entière, et ça tombe, le tome 6 va sortir, et voilà, donc en gros je me suis auto-hypée en me disant, le tome 6 va sortir en 2020, ce qui n'est absolument pas sûr. Mais du coup j'ai enfin fini A Game of Thrones. J'ai une vision tout à fait différente de la première fois que je l'ai lu. Alors là, je l'ai lu pour chercher les indices de la suite, en fait, clairement. Donc pas de la suite du tome 6, hein, mais des autres tomes que j'ai déjà lus, donc du tome 2 au tome 5. Et il y en a plein, il y en a partout, c'est impressionnant. J'ai aussi aimé retrouver des personnages, certains sont morts depuis, d'autres ont évolué, et donc j'ai aimé les retrouver à l'origine, on va dire. Je ne me souvenais pas qu'on n'avait pas le point de vue de Cersei et de Jaime dans le premier tome, mais bon, voilà. En gros, on suit vachement les Stark, hein. À peu près, oui, on suit pratiquement que avec Daenerys et Tyrion, c'est tout. J'ai adoré cette relecture, évidemment, même si elle était très longue et si elle m'a un peu pesé parfois, j'avoue. J'ai pu annoter le roman, du coup. J'ai pu relever quelques indices. Je voulais vous faire une vidéo exprès sur ce roman, mais j'ai essayé de vous faire cette vidéo. Et là, j'étais arrivée, je crois, à la page 100, et ça faisait déjà 40 minutes de vidéo. Oui, vous voyez, c'est pas possible. Je peux pas vous parler de Goth de manière normale, on va dire. Je suis obligée de vous parler de tous les détails, parce que du coup, oui, j'ai fait une liste de tous les détails, et donc voilà, ça faisait une vidéo très très longue, et pleine de spoilers, bien sûr. Et donc voilà, je ne l'ai pas posté, évidemment. 40 minutes pour 100 pages, compliqué. Oui, il y a tout un tas de détails que j'avais complètement oubliés, évidemment. Je me suis réattachée à certains personnages, par exemple Tyrion et Daenerys sont toujours mes préférés. Par contre, je me suis beaucoup distanciée de certains autres personnages. Par exemple, Catelyn Stark, je la vois complètement différemment maintenant. Et je vois aussi complètement différemment ce qu'elle fait dans ce roman. Jon... J'aimais beaucoup Jon la première fois que j'ai lu le tome 1. Je pense que je suis influencée par la série télé, peut-être. Parce que Jon dans la série télé est pas aussi vivant en fait que Jon dans le livre. Et je sais pas, peut-être que... Enfin, j'aime bien Jon, hein, mais je l'aimais davantage la première fois que je l'ai lu.
C'était une relecture intense, on va dire, en tout cas intense vers la fin, c'est-à-dire la période que, enfin le bout du roman que j'ai lu en mars, puisque souvent quand je relis mes livres, soit c'est pour les analyser, et dans ce cas il n'y a pas énormément d'émotions dans la relecture, on va dire, soit c'est parce que j'en ai besoin, et donc là oui, beaucoup d'émotions. Là c'était pour analyser, donc j'étais pas dans le... J'étais pas en train de vivre l'histoire, j'étais plus en train de prendre du recul et de me dire ah bah oui ça du coup ça mène à ça, tout ça. Et par contre la fin du roman, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer. Je crois que la première fois que j'ai lu cette fin j'ai pleuré, mais du coup là j'ai cru que j'allais me remettre à pleurer parce que j'étais plus du tout dans l'analyse et j'étais clairement dans je suis dans le livre et voilà c'est fini. Bon je continue à prendre des notes quand même, mais cette fin était dévastatrice je pense. J'ai très envie de relire le tome 2, je l'ai trouvé en audio sur Scribd, mais ça va me prendre tellement de temps. Et puis je ne peux, je peux pas vraiment le lire ce tome 2 en audio puisque j'ai aussi envie de l'annoter de partout. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore lu le Trône de Fer, certes ce sont de très gros bouquins et c'est long à lire, comme de gros bouquins, mais l'écriture de George R. R. Martin est géniale. Il cache des indices. Ces mots veulent pas toujours dire en fait ce qu'ils ont l'air de vouloir dire. Moi-même je ne suis pas claire, mais lui non plus n'est pas toujours. Ces personnages sont vivants, ils sont complexes. On a envie d'être à Westeros tout en voulant pas du tout y être, parce que vu ce qui se passe, non merci. Comment vous convaincre de lire le Trône de Fer? Comment vous convaincre? Je ne sais pas. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je mets des petites fleurs quand les personnages meurent. Surtout mes personnages préférés. Voilà, donc pas grand chose d'autre à vous dire sur Game of Thrones, juste j'aime beaucoup cet univers et je suis triste de moins l'aimer à cause de la série télé. Ensuite, ma vie a pris un cours tout à fait différent puisque j'ai découvert Scribd. Je ne sais plus qui a mis l'annonce sur le groupe. Je pense que c'est parce que Daniel Green en avait parlé dans une de ses vidéos et donc je pense que c'est Amélie qui a mis la vidéo sur le groupe et qui ensuite a dit oh, Scribd, ça a l'air génial. Ce sont des audiobooks et des e-books. Il y a un mois gratuit et on peut en lire autant qu'on veut. En gros, je pense que c'est ça qu'elle a dit. Et moi, j'ai vu e-book, audiobook gratuit pendant un mois. On peut en lire autant qu'on veut. Je me suis dit, écoutez, je suis en panne de lecture. Aucun des livres de ma palle physique ne m'attire. On va aller sur Scribd. Et je pense que vous l'avez compris depuis avec ma palle précédente. Scribd dicte clairement ma vie maintenant. Clairement. Scribd, c'est formidable. Donc j'ai commencé ma vie sur Scribd avec Adulthood is a Myth de Sarah Andersen. C'est une BD qui, on va dire, raconte un peu la vie de Sarah Andersen, un peu ses pas ses excentricités du coup, mais elle est introvertie. Et je me suis sentie vachement proche d'elle dans cette bande dessinée. C'était aussi très très drôle. J'ai parfois éclaté de rire, je me envoyais des parties de ces BD aux filles de la team. J'ai aussi montré des parties de ces BD à mon compagnon. C'était donc très drôle, aussi très honnête, on le sent. Et elle nous parle aussi de sa santé mentale, mental health, donc de ses petits problèmes, on va dire, de son anxiété, du fait qu'elle a parfois peur de choses qui, pour d'autres, sont dérisoires. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette bande dessinée, c'était juste un doudou. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je me sens pas très bien, je vais la relire parce que c'était top. Ou alors, je vais relire les 2 tomes suivants que j'ai aussi lus ce mois-ci, du coup, enfin en mars, pardon. Donc, j'ai aussi lu Big Mushy Happy Lamp, donc le 2e tome, qui traite encore de sa santé mentale. C'est toujours très drôle, j'ai toujours beaucoup ri, et là, à la fin, on a un chat. Je veux dire, santé mentale, rire, chat, c'est la combinaison parfaite. Offrez-moi ce livre, je pense qu'il va me plaire. Mais là, je pense que dans ce tome, il y avait aussi à la fin une partie écrite carrément sur la santé mentale, et j'ai trouvé que c'était vraiment top. Et le 3e tome, donc, qui s'appelle Herding Cats. Pareil, hein, j'ai adoré, c'était génial, c'était honnête, c'était drôle, ça parle encore de santé mentale. Et il y a toute une partie cette fois écrite sur internet, le cyberharcèlement, l'opinion des gens sur internet, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper important. Et donc voilà, ces 3 BD font partie donc de mes préférés. Vous remarquerez que je suis nulle pour parler de BD. Parlant de BD, j'en ai encore lu une autre. J'ai lu Little Moments of Love de
Je me souviens plus de son prénom. J'adore son prénom, mais je me souviens plus de son prénom. Katana, voilà. Katana Chetwynd. Là encore, humour. Alors là, c'est plus sur le couple, puisque Katana va nous parler de son couple avec John. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très drôle aussi. Que c'était... Enfin, je me suis aussi sentie proche d'elle parfois. Par contre, j'ai trouvé que c'était hyper court. Enfin, autant les BD de Sarah Andersen sont très courtes, mais le format me va. Autant Little Moments of Love, c'était hyper court et je voulais plus. C'est bizarre. Alors que la BD de Katana est plus longue que les BD de Sarah Andersen. Voilà, je n'ai pas compris. Katana Chetwynd a aussi un compte Instagram. Il me semble que Sarah Andersen aussi. Donc je vous invite à les suivre. J'adore. Je les trouve juste trop drôles, je les adore. J'adore aussi la façon dont elles dessinent, toutes les deux. Et donc voilà. C'était vraiment sympa d'avoir cette petite parenthèse BD. Puisqu'en fait, les filles sur la team avaient raison. J'avais besoin de graphiques ou de livres très courts. Et du coup, ces livres ont fait le taf, on va dire. Elles m'ont sorti Enfin, ces autrices m'ont sorti de ma panne de lecture. Donc voilà. J'ai aussi adoré Bygone Badass Broads, 52 Forgotten Women Who Changed the World, je crois, de Mackenzie Lee. Aussi sur Scribd du coup, puisque c'était vraiment Scribd time. Hein. J'ai lu 5 livres sur Scribd d'affilée, pas de problème. Alors là, c'est une non-fiction. Ce sont des petites biographies de femmes, donc de 52 femmes, oubliées par l'histoire et qui pourtant ont changé le monde. J'ai trouvé ça excellent. Ça m'a fait penser à Culottée de Pénélope Bagieux. Mais les histoires sont plus courtes et elles sont écrites pas en BD. Il y a de magnifiques portraits de ces femmes dans le livre. Je vais peut-être pouvoir vous en montrer un puisque comme je l'ai lu sur Scribd, il est normalement enregistré dans mes livres. Ça va fonctionner. Du coup, je suis en train de lire un autre livre sur Scribd, donc l'application a du mal à s'ouvrir. Alors, vais-je réussir? Je suis bête, en fait, j'aurais aussi dû vous montrer des illustrations de Sarah Andersen et de Katana Chetwynd, mais je vais déjà vous montrer un des portraits dans Bygone Badass Broads pendant que ça charge. J'ai adoré ce livre parce qu'on découvre des femmes, certaines que je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça scandaleux qu'on connaisse pas ces femmes, impressionnant. Alors j'ai aussi aimé que ce soit vachement divers, c'est-à-dire qu'on... Book failed to open, je te dis que tu vas t'ouvrir. J'ai aussi adoré que ce soit diversifié, c'est-à-dire qu'on va pas se concentrer que sur des femmes occidentales, donc qui se trouvent aux États-Unis ou en Europe. On va aussi parler de femmes qui ont vécu en Asie ou en Afrique et qui vivent encore d'ailleurs, puisqu'il me semble qu'il y a encore des femmes vivantes dans ce livre. J'ai appris énormément de choses et ma wishlist a encore explosé puisque j'ai eu envie d'apprendre encore plus sur ces femmes, de lire en fait des romans sur ces femmes. J'ai adoré le ton de l'autrice qui joue un peu avec l'humour, qui est aussi un petit peu ironique. Enfin, on sent elle donne son opinion et qu'elle est là. Bon, le livre n'a pas envie de s'ouvrir, je suis désolée, mais... On sent qu'elle a envie de donner son opinion, qu'elle n'est pas du tout objective, mais en même temps, dans ce genre de livre, je pense que c'est compliqué de l'être. Et surtout quand, dès l'introduction, l'autrice nous dit « J'écris ce livre pour rendre hommage à ces femmes qui ont été oubliées par l'histoire », et donc je pense que c'est un peu un hommage que je leur rends, et c'est un peu mon devoir, vu que je les connais, de les faire connaître à d'autres, et donc ça, je trouve que c'est top. J'ai aussi aimé, du coup, le fait qu'elle ait besoin d'être honnête et de tout dire, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui sont pas évidentes à dire. Parfois, on va dire que c'est pas dans l'intérêt de ces femmes qu'on dise ce genre de choses, et pour autant, l'autrice va le dire quand même, et ça, je trouve que c'est top. Ça montre en fait sa conscience professionnelle, et c'est génial. D'ailleurs, il me semble qu'elle a un blog où je sais pas si elle poste encore des petites biographies de femmes comme ça, mais elle a un blog, donc si vous le retrouvez, n'hésitez pas. Mais du coup, j'attends que l'illustration charge, hein, je ne perds pas espoir. Vous voyez, j'ai pas envie. Pas envie du tout. Oui, entre temps, vous pouvez voir ma magnifique coque. Non, il a pas envie, donc je vais devoir redémarrer le téléphone si j'ai envie que ça fonctionne. C'est bien, ça va prendre 107 ans. Et ça me donne presque, moi aussi, envie de faire un espèce de petit répertoire sur toutes ces femmes que je connais. Peut-être un jour vous les présenter. Donc je me dis que s'il y a des livres qui présentent ces femmes, autant que vous lisiez ces livres, puisque du coup vous allez découvrir toutes ces femmes et ces autrices ou ces auteurs qui écrivent ce genre de livres expliquent bien mieux que moi. Mais je me dis que peut-être un jour je devrais vous faire une vidéo sur ces femmes qui m'impressionnent, on va dire, et qui ont été complètement oubliées. Ce qui est triste, avouons-le. Le téléphone est redémarré, ce qui ne veut absolument pas dire que vous allez voir l'illustration.
Ah, ah, ah. Est-ce que je suis en train de crier? Oui. Oui! Ça fonctionne, c'est pas rien, oui. Alors, qui est-ce que je vais vous montrer du coup? C'est la grande question. Oh oui, je sais qui je vais vous montrer. Je vais vous montrer une de mes femmes préférées dans ce livre et même dans la vie. Hatshepsut, que peu de personnes connaissent et qui pourtant... Alors il y a des romans sur elle, il y a surtout une série de mangas qui s'appelle Reine d'Égypte et je vais aussi vous montrer elle. Et il y a, je me sens pas qu'il y a vraiment des romans, il y a des non-fictions sur elle, mais voilà. Et voici, attendez, je vais tenter de vous prononcer son nom avant de vous la montrer. Murasai Shikibu, la première romancière au monde. C'est-à-dire que c'est elle qui a écrit le tout premier roman. Voilà. Je trouve que ce livre est merveilleux et j'aimerais vraiment avoir un exemplaire papier histoire de l'avoir avec moi. Oui, sachez que si je lis sur Scribd des livres en numérique, les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, par exemple Bygone Badass Broads, j'ai envie de les avoir ensuite en papier. Donc je vais faire une petite liste de livres que j'ai très envie d'avoir en papier après les avoir lus sur Scribd. Est-ce que je fais des économies du coup? Je suis pas sûre. Oui, sachez d'ailleurs que vous avez un mois gratuit et qu'ensuite il faut vous abonner à Scribd. Donc j'ai aussi lu Le Seigneur des Anneaux, mythes et origines, illustré par John Howe, parce que ça se prononce comme ça. J'ai adoré ce magazine, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé que c'était fascinant et passionnant. Que vous dire de plus? On en apprend un peu sur tous les personnages puisque le magazine est coupé par personnage, c'est-à-dire qu'on a une partie sur Frodon et Sam, sur Gandalf, Aragorn, Arwen et Owen, sur Gollum, enfin voilà. On a pas mal de choses comme ça. On a aussi la guerre des traductions. On en parlait Aurore la dernière fois. On a aussi une partie sur l'héritage du Seigneur des Anneaux, le fait que ce soit un grand roman de fantasy qui a influencé tous les romans de fantasy qui ont suivi. Et à la fin, on a une merveilleuse bibliographie. Je pense que j'ai ajouté la majorité des livres qui se trouvent dedans, s'ils n'étaient pas déjà dans ma wishlist. Donc voilà. Très très bien fait, je trouve. Et enfin, nous arrivons au dernier livre de cette vidéo. Waouh! Encore une vidéo très longue. C'était une LC avec la team Psychopathe. Nous avons lu ensemble The Final Empire, donc le premier tome de Mistborn, qui s'appelle en français Fils des Brumes, tome 1, L'Empire Ultime, de Brandon Sanderson. Donc j'ai enfin lu Brandon Sanderson dans ma vie. Soulagée parce que c'était un poids. Non, je plaisante. Alors, The Final Empire se trouve dans un monde fantasy, donc c'est une fantasy, où le Seigneur des Ténèbres, en gros, a gagné. Et donc il règne sur... je ne sais plus comment s'appelle le monde. Je suis tellement nulle. Ça fait des cartes. Bon, il règne sur l'Empire Ultime, on va dire que... Je pense pas que le continent ait vraiment un nom, les villes ont des noms. Donc le Seigneur des Ténèbres règne, et... la vie est très peu sympathique dans l'Empire Ultime. Dans le premier chapitre, on rencontre Kelsier. Et dans le chapitre suivant, on rencontre Vin. Kelsier est très particulier. C'est un homme entouré de mystères, on va dire. Vin est une jeune fille qui a visiblement un pouvoir particulier et qui ne sait clairement pas s'en servir. Elle ne sait même pas ce que c'est exactement. Que vous dire de plus? Ce livre était exceptionnel. J'adore, j'aime tout ce livre. Alors déjà, j'aime cette couverture, j'aime la typographie, j'aime l'odeur de ce livre, j'aime les personnages de ce livre, j'aime l'univers de ce livre, j'aime l'écriture, j'aime tout. J'aime tout de ce livre, c'était merveilleux. Ce livre m'a fait passer par toutes les émotions, je pense. J'ai été indignée par certaines scènes, j'ai pleuré lors de certaines scènes, j'étais heureuse comme pas possible lors de certaines scènes, puisqu'ici on va à un moment donné se retrouver dans un groupe, et j'adore groupe, mon dieu. La fin, c'est juste comme si on prenait votre cœur et qu'on l'explosait et qu'on le piétinait, et voilà. Donc clairement, Brandon Sanderson est un peu dans la lignée de Martin en ce qui concerne le fait de tuer des personnages. En revanche, ce que j'aime beaucoup, en revanche, je sais pas pourquoi je dis en revanche, parce que même le fait qu'un personnage que j'ai beaucoup aimé meurt, même si ça m'a brisé le cœur, même si j'arrivais pas du tout à y croire pendant que je lisais, même pour ça j'ai adoré ce livre. Voilà. Mais alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il y a une vraie fin. C'est-à-dire que ce livre, une fois qu'il est terminé, on se dit pas « Oh mon dieu, il faut tout de suite que je lise la suite !» Non, on peut très bien poser le livre et se dire « J'ai besoin que l'histoire décante, j'ai besoin que mon cœur repousse, je ne vais pas lire le tome 2 maintenant.
Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas encore lu le tome 2. Et j'ai tout aimé. J'ai adoré que ce soit donc de la art fantasy où on nous explique en fait comment fonctionne la magie en quelque sorte. C'était génial, c'était juste génial. À chaque fois qu'il y avait une explication, c'était comme si j'allais ensuite pouvoir le refaire. C'était top. J'ai adoré les personnages. J'ai eu un petit peu de mal avec Vin au début, elle m'agaçait un petit peu, mais elle grandit au fil du livre, elle évolue et c'était génial. J'ai adoré Kelsier, mais je pense que Kelsier est un de mes personnages préférés. C'était formidable. C'était formidable. Et il y avait tant de mystères et tant de moments creepy aussi, parce que bon, quand on imagine la tête d'un inquisiteur, on n'est pas vraiment ravi de se retrouver en face de lui. Il y avait aussi des moments un peu sanglants. C'était génial. Et aussi, il y a eu un gros moment de révélation successive où je me suis dit, oh mon dieu, trop de choses, mon cerveau va exploser. Mais c'était top. Petite mention spéciale à deux personnages que j'aime particulièrement. Sazed, je pense que ça se dit comme ça. Sazed. S-A-Z-E-D. Que j'aime vraiment beaucoup. Et Elend, que j'ai aussi beaucoup aimé. Voilà, j'ai tout adoré, j'ai même adoré la romance, c'est pour vous dire. Oui, niveau romance en ce moment, c'est pas que j'ai des problèmes, mais je suis en train d'évoluer, on va dire. Alors ce livre est gros, il fait 600 et quelques pages. Ça va vous dire exactement. Non, ça c'est un glossaire. 643 pages. Je l'ai lu en 4 jours, mais j'étais en train de lire autre chose en même temps, il me semble. Enfin, j'y pense. Oui, j'avais commencé autre chose en même temps. Et donc pour vous dire que ce livre se lit très vite, puisque une des filles de la team l'a lu en 2 jours, il me semble. Voilà, ce livre c'est une montagne russe. Et j'ai vraiment hâte maintenant en fait, de lire le tome 2. En fait, en vous parlant de ce tome 1, je me donne envie de lire le tome 2. C'est bien, sympa. J'ai fait une chronique pour chacun de ces livres, à part ceux que j'ai abandonnés. Sur mon blog, je fais aussi des chroniques sur Goodreads et je laisse un commentaire sur Livre Addict. Et donc, si vous avez envie de voir ces chroniques, le lien vers mon blog est dans la description. Voilà. On en arrive au bilan, c'est merveilleux. Cette vidéo est bientôt finie. Formidable. Il y avait encore du réunir, mais vous m'aimez. Alors, le bilan. Et bien en gros, j'ai pas eu de vraies déceptions. Bon, à part les livres que j'ai abandonnés, mais j'ai envie de vous dire, c'est évident que ce sont des déceptions puisque je les ai abandonnés. Non, pas maintenant que j'y repense. Bon, peut-être Jules César qui était un peu une déception, mais pas vraiment dire ça. C'est un peu étrange de dire que Shakespeare est une déception. Donc, les meilleurs du mois sont The Restaurant at the End of the World, donc le restaurant du bout du monde parce que j'adore cette série. Bon, je vous parlerai du tome 3 bientôt. Les 2 premiers tomes sont à jamais dans mon cœur. Ils sont formidables, lisez-les. Et ex-aequo, le meilleur du mois, c'est The Final Empire, puisque c'était... Je pense que je vous l'avais dit, mais j'avais déjà lu Brandon Sanderson avant. J'ai lu une nouvelle de lui, et je me souviens même plus comment elle s'appelle, c'est pour vous dire. En même temps, elle est hyper longue. Le titre est hyper long. Donc je me souviens jamais. Alors, elle s'appelle Shadows for Silence in the Forest of Hell. Donc, des ombres pour silence dans la forêt de l'enfer. Sachant qu'on n'avait pas arrêté de me dire que Brandon Sanderson c'était un dieu vivant de la fantasy et que son écriture était top, tout ça, lire cette nouvelle, bah ça m'a calmée. Je me suis dit, mais je suis pas hyper fan de l'écriture du tout en fait, et même l'univers c'est un peu étrange, mais c'est normal puisque Daniel Green explique qu'il ne faut pas commencer par lire cette nouvelle pour commencer à lire Brandon Sanderson. Ah, Daniel Green aurait dû arriver plus tôt dans ma vie. Et donc The Final Empire est bien à la hauteur de la réputation de Brandon Sanderson. Ah bien sûr, j'aurais pu aussi ajouter By Gone But As Broads, j'aurais pu ajouter Adulthood is Myth et les deux autres tomes de Sarah Andersen. J'aurais peut-être pas mis Little Moments of Love, mais tous les livres que j'ai lus ce mois-ci étaient top. Malgré le fait que ce mois ait été désastreux. Les séries continuées, j'ai continué The Hitchhiker's Guide to the Galaxy et Vampire Chronicles. Je n'ai fini aucune série. C'est très bien pour la non-fiction puisque j'en ai lu pas mal. Bof pour la science-fiction et c'est très bien aussi pour la fantasy. J'ai découvert 2 auteurs qui étaient dans ma liste, donc Jasper Fforde et Brandon Sanderson, et j'ai continué à lire 2 auteurs favoris, Shakespeare et George R.R. Martin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aussi pour votre patience, puisque un bilan de lecture en mai, mais bien sûr. Merci beaucoup à ceux qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mars, même si c'était il y a 2 mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Quand ce sont des séries, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la suite aussi. Et je vous retrouve bientôt. Mon Dieu, ça va tomber.
Ça va vraiment tomber. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!